Bonjour. Comaguer et ses amis qui sont ici présents reçoivent aujourd'hui un éditeur qui s'appelle Aymeric Monville. Alors ce n'est pas le nom de l'édition, c'est le nom du cofondateur de ces éditions qui ont cette particularité dans le paysage éditorial français d'être un éditeur caractérisé récemment dans une interview d'ailleurs par La Voix de la Russie comme un éditeur progressiste. Et donc, ne fût-ce qu'à ce titre, on se réjouit de recevoir Aymeric Monville, cofondateur des éditions Delga. Voilà, il est devant nous, et il va nous dire, alors ce choix d'abord de ce nom de maison d'édition, qui n'a pas une signification en soi, sauf pour les initiés, d'où vient-il? Oui, bonjour. On s'est rendu compte que la plupart des maisons d'édition n'ont pas un nom en particulier, c'est souvent le nom de l'éditeur, ce qui était aussi nécessaire au moment de la création. On n'allait pas s'appeler les éditions de la dictature du prolétariat ou Octobre Rouge, voilà, même si effectivement c'est comme une maison d'édition marxiste. Et on a pris en fait le nom d'une rue. Alors il se trouve que mon collègue et moi, on était très amis avec un philosophe marxiste proche du PC qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Michel Kouska, et qui à Gaillac habitait dans la rue Delga. Donc on s'était rencontrés là. Voilà, et c'est ce qui fait qu'au départ il s'agissait de publier Kouska et Lukács, puisque c'était... vous savez qu'il y a un fort lien entre les deux. On pourrait qualifier ça d'hégéliano-marxiste, ça nous intéressait beaucoup, ces questions philosophiques. Hégéliano-marxiste, enfin plutôt la branche qui essaye de faire le lien. C'est pas vraiment la branche althusérienne, si vous voulez, dans le PC. Même si, justement, derrière souvent beaucoup de malentendus, parce que la plupart des althusériens étaient vraiment sur une ligne très très orthodoxe, mais philosophiquement, c'était pas, cet abandon de la dialectique, cet abandon de l'aliénation nous plaisait pas beaucoup en termes philosophiques. Et voilà, je pense qu'on a fait d'ailleurs le travail philosophique le plus important est fait. Je pense que quand on a publié par exemple l'Ontologie de l'être social de Lukács, c'était un gros travail. Je pense vraiment en termes d'édition, c'était à Gallimard de le faire. Gallimard publiait tout Lukács, jusqu'au Jeune Hegel. Normalement, l'édition courante devait faire ce type de livre, parce que tout le monde disait c'est le grand livre marxiste au XXe siècle. Vous voyez l'article Lukács de l'Encyclopédie Universalis, on vous dit c'est le grand philosophe marxiste du XXe siècle. Et ça, c'est son opus magnum, comme on dit. Bon, oui. C'est des choses à faire là qui sont... D'ailleurs, on est toujours aux 3 tomes sur 4, et voilà, c'est toujours très compliqué. Voilà, il y avait cet aspect philosophique à faire. Là, on est beaucoup plus sur des questions historiques qui nous semblent assez évidentes, et je pense que c'est pour ça que vous m'invitez aujourd'hui, c'est pour cet aspect-là du problème. Non, mais c'est bon d'avoir quand même un rappel de l'acte fondateur, c'est-à-dire revenir à la philosophie marxiste dans ce qu'elle a produit de plus créateur. Exactement. Au XXe siècle. Historique et histoire de la philosophie. Voilà, disons que l'aspect philosophique, on pense qu'on a quand même publié les choses, on a fait Tran-Duc-Tao, Lucien Goldman, voilà. Bon, on va continuer dans cette voie, y compris aussi, on parlait des hégéliano-marxistes, on parlait aussi de Jacques Dontre, c'est des choses qui vont se faire. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui concernent sur l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement communiste international. Il y a tout un pan sur lequel il faut vraiment énormément travailler. Et on s'attelle à ça en ce moment. Plus, bien sûr, tout un aspect aussi anti-impérialiste. On vient de faire un livre sur l'Ukraine, sur le coup d'État fasciste orchestré par les États-Unis en Ukraine, qui est très lié d'ailleurs à un autre livre qui est sur la destruction de la Yougoslavie, tuer une nation, c'est la Yougoslavie, parce que c'est la même opération qui est à l'œuvre avec l'OTAN. Le livre de Michael Parenti. Parenti, voilà, qui rejoint, j'imagine, vos préoccupations à Comaguer. Voilà. Mais là, je crois que vous voulez surtout me parler des derniers livres qu'on a fait sur l'URSS, l'histoire de l'URSS. Une dernière question. Gallimard a arrêté, pourquoi on s'en doute, et quand de publier Lukács? Je crois que dans les années 80, d'ailleurs ça pose un énorme problème, c'est que dans les années 60-70, l'édition bourgeoise publie des livres marxistes parce qu'il y a un intérêt capitaliste évident. Ça se vend. Je peux vous dire que ça ne se vend plus du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment des éditeurs militants qui le font. Oui, parce que sinon, voilà. Et d'ailleurs, ça pose un énorme problème, y compris pour récupérer des droits. Je considère qu'il y a vraiment des otages. Par exemple, il y en a un, si vous voulez, c'est Pierre Villard. Le grand Ania Coris pourrait vous en parler, je crois que ça a été son professeur. C'est un l'histoire espagnole. Oui, exactement, qui a fait l'histoire de la Catalogne, qui a fait même le que sais-je sur la guerre d'Espagne. Et alors, qui est un auteur il était né la même année à peu de choses près que Labrousse et Brodel.
Évidemment, c'est lui qui a disparu parce que lui est resté communiste jusqu'à vie, y compris dans sa version la plus orthodoxe. Enfin, j'aime pas ce terme-là, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Et il y a un livre que j'aimerais bien republier, ça s'appelle Une histoire en construction. C'est complètement... là, vraiment, ce sont une série d'articles, y compris sur les crises d'anciens types. Il y a une réfutation de Foucault, il y a une critique d'Althusser qui est très forte. Voilà, c'est un immense historien, vraiment de très haut niveau, mais il est bloqué. Il est complètement bloqué parce que... ou alors qu'ils le mettent sur le marché. Enfin, je comprends, je comprends très bien que Gallimard... oui, mais pas qu'il le garde dans des cartons en se disant... parce qu'il s'imagine que si moi je le demande, c'est qu'il y aurait eu un afflux. Non. C'est une forme de censure qu'on connaît pas. Tout à fait. En plus, il y a des tas de mécanismes, y compris dans le capitalistique, de marché. Un petit éditeur peut demander des droits pour quelques années. Simplement, ça suscite un intérêt. Et s'ils veulent faire leur beurre après, ils le reprennent. Mais pourquoi pas? Au moins, on parlerait un peu de ces auteurs. Enfin, voilà, si jamais ils m'entendent, qu'ils me laissent publier Pierre Villard. Quitte à ce que je redonne après, gratuitement, c'est pas la question, mais laissez-nous republier ces textes. Ils écoutent certainement. Les éditions Gallimard ne ratent aucune de nos... je sais bien, c'est pour ça que je le dis. On leur fera passer le message. Donc revenons aux dernières publications, donc plus liées à l'histoire et à l'actualité immédiate, à propos de l'Ukraine, il faisait bien de le rappeler. Donc les derniers livres parus, qui sont en eux-mêmes des monuments de... Alors il ne faut pas utiliser le mot révision parce qu'il a tout un passé, mais de relecture et de compréhension de la vérité historique. Tout à fait. Oui. Sur l'URSS, on vient de publier 2 livres. Un de Jeffrey Roberts qui s'appelle Les guerres de Staline, de la guerre mondiale à la guerre froide, 1939-1953, avec une préface de Dany Lacroix-Rhys. Et un autre texte aussi d'un autre anglo-saxon, Grover Furr, qui s'appelle Khrouchtchev a menti, préfacé par Domenico Le Sourdo. Ça fait suite à... dans la foulée, nous avons republié aussi Ivan Maïski, qui était l'ambassadeur soviétique à Londres au moment, dans les années 30, juste avant la guerre, qui s'appelle Qui aidait Hitler? Qui aidait Hitler? Souvenir de l'ambassadeur du RSS en Grande-Bretagne, qui était un texte qui était déjà publié aux éditions de Progrès, mais que nous remettons, disons, à disposition. Ça fait suite, c'est un autre livre dont je veux parler parce que ça a 1 ou 2 ans, ça fait suite à Le socialisme trahi de Kiran et Kenny, encore 2 anglo-saxons, 2 américains, les causes de la chute de l'Union soviétique. Voilà, tout cet ensemble forme une certaine cohérence. Ça n'est qu'un début dans les publications, mais je pense que déjà ça permet de donner une autre image que celle qui nous est donnée dans ce pays qui est vraiment le pays de l'anticommunisme. On est le pays du livre noir, on est le pays des Verts, des Furets et des Courtois. Aussi pour la bonne raison que ça a été un grand pays communiste, du communisme en tout cas, la France, qui a eu un fort mouvement communiste. C'est aussi pour ça que le débat, il n'y a même pas de condition du débat, mais en tout cas, il y a un acharnement anticommuniste sur ce sujet. Oui, je suis déjà sur des raisons politiques, c'est-à-dire l'anticommunisme. Il est bien évident qu'il s'agit de publier des livres de recherche d'un point de vue le plus scientifique possible, le plus objectif possible, avec tous les critères universitaires possibles. Mais évidemment, je pense que là, ça ira c'est comme ça qu'on gagnera aussi ce combat politique par rapport aux déformations qu'il y a. Je peux faire une parenthèse en tant que traductrice et une des traductrices des éditions d'Elga depuis quelques années. Donc, je voudrais rajouter que Le socialisme trahi a été traduit entre autres par Gilberte Alleg Salem. Tout à fait, oui, l'épouse d'Henri Alleg, c'est son dernier travail, malheureusement. Je suis très ému en y pensant, puisque je me souviens qu'elle voulait vraiment travailler jusqu'à sa mort pour continuer son combat. C'est une manière de continuer son combat. Et tu fais bien de le rappeler, Marie-Ange. Puisque nous avons Marie-Ange Patricio, qui est la traductrice de Domenico Le Sourdo, qui est vraiment un auteur qu'on défend, qui pour nous est un des grands penseurs communistes actuels en ce moment. Voilà. Alors, à propos des 4 livres que tu viens de citer, on remarque qu'ils sont tous sous la plume d'anglo-saxons. Et comment expliquer alors que l'histoire du mouvement communiste soit plus riche chez les anglo-saxons qu'elle n'est chez nous, où elle n'existe pas pratiquement? Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, ce sont des anglo-saxons qui travaillent sur les archives soviétiques. C'est aussi pour ça qu'il y a ce sérieux-là, sur les archives russes, donc qui parlent le russe, qui vont travailler là-dedans pour Jeffrey Roberts ou Grover Furr.
Et je crois même pour Grover Furth, il y a une vraie coopération avec des historiens russes là-bas. Alors, on peut dire au passage aussi que les guerres de Staline, donc de Geoffrey Roberts, Annie Lacroix-Riz nous en parlait depuis qu'on la connaît. Depuis que le livre est sorti, elle l'avait lu et elle disait il faudrait qu'il soit traduit. Le livre, il faudrait traduire. Voilà, elle disait, dans chaque fois qu'elle en parlait, elle disait c'est le livre qu'il faudrait traduire. Et par contre, Khrouchtchev a menti. C'est donc Bernard qui t'en avait parlé aussi et qui t'avait dit ce livre-là est très important à traduire, quoi. Tout à fait. Et... Je dis ça pour dire que c'est un travail vraiment aussi collectif, de réseau que nous faisons avec nous, comme contributeurs avec les éditions Delca et qu'on fait avec grand plaisir, quoi. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est une maison d'édition totalement indépendante. C'est vraiment ces deux personnes qui font tourner tout ça, y compris même pour la diffusion et la distribution. C'est des conditions. Mais bien sûr qu'on a tout un arrière-pays qui est toute une mouvance communiste au sens large. C'est pas que je relis ça, c'est pas lié à un parti, je le dis pas ça pour comment dire, s'en vanter, parce que moi j'aurais vraiment un esprit de discipline si je me reconnaissais dans un parti bien défini, mais dans l'état actuel des choses, je préfère parler de mouvance, mais effectivement c'est vrai qu'on bénéficie de toute cette aide de camarades qui est très très important. Et je réponds peut-être à la question avant justement de souligner, oui, cet aspect de soviétologie très très sérieuse, qui est très important, je réponds un peu à la question de Bernard, qui était pourquoi est-ce que les historiens anglo-saxons sont plus en pointe sur ces questions. Et je précise aussi que, pour que les gens comprennent, que cette soviétologie américaine, enfin anglo-saxonne, n'a été traduite qu'à moitié. On ne traduit que ce qui arrange justement les censeurs de notre historiographie en France. En fait, vous avez deux courants dans la soviétologie américaine. Vous avez les courants dits les Cold Warriors, les courants de la guerre froide, voilà. Et vous avez des historiens dits révisionnistes. Alors le mot aujourd'hui est très connoté. Il faut savoir, c'est inutilisable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui nient l'existence des chambres à gaz, donc cette extrême droite, ces historiens d'extrême droite, eux veulent se dire révisionnistes, mais en fait le terme qui est employé, c'est le terme négationniste. Ils nient, donc donc ça n'a rien à voir, c'est tout autre chose. Les historiens américains se disent révisionnistes, donc ils veulent revisiter le discours sur la guerre froide. Il faut comprendre, c'est peut-être la moitié de la soviétologie américaine et ça n'est quasiment pas traduit. Pas traduit. Oui, elle existe là-bas. Elle existe là-bas. Alors peut-être aussi pourquoi est-ce qu'elle existe là-bas? Je crois qu'il y a une grande différence entre les États-Unis et la France, c'est que les États-Unis sont un impérialisme dirigeant et la France est un impérialisme subordonné. C'est un pays colonisé par les États-Unis. Donc il y a pas aux États-Unis, il y a quand même de toute façon, y compris même chez des gens qui n'ont pas de sympathie pour l'URSS, un besoin de comprendre ce que c'était que ce pays ou de comprendre il y a un besoin d'analyse de toute façon, y compris pour ces bourgeoisies nationales qui ont besoin quand même d'être éclairées. Alors qu'en France, il s'agit juste simplement de museler les intellectuels et que les gens filent tout droit. Ça, je crois que c'est la grande différence, c'est qu'en France, on ne fait majoritairement que de l'idéologie et pas de recherche. Donc, alors justement, j'ai publié 2 livres à peu près en même temps, le Roberts et le Furth notamment. Roberts, ce n'est pas un historien communiste, c'est un soviétologue sérieux. Furth, lui, est communiste. Bon, mais j'allais dire peu importe, mais il faut voir qu'il y a un aspect totalement objectif à ce type de recherche, dont on aimerait bien avoir justement un premier aspect. Et j'allais presque dire, c'est un drame que ce soit un éditeur communisant comme moi, qui soit obligé, enfin moi et mon collègue, soyons obligés de le faire. Parce que j'aurais bien aimé qu'une édition objective s'en charge. Parce que sinon, vous avez toujours le risque d'apparaître comme partisan. Alors, ce que je veux dire, il n'y a pas d'histoire totalement objective. Les intérêts politiques, ils existent, ils sont bien évidents, mais on travaille aussi avec des faits. Et il faut en opposer à un certain nombre de choses. Voilà, j'aimerais bien qu'on rétablisse une certaine... Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être extrémiste dans ces positions. Je pense qu'il faudrait simplement rétablir un certain nombre de vérités sur l'Union soviétique. Voilà, parce qu'on part de très très loin. Oui. D'ailleurs, dans les guerres de Staline, Annie Lacroix-Riz nous disait récemment qu'elle a fait, dans sa préface, elle a fait aussi une critique du livre. Il y a des choses sur lesquelles elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Enfin, ça n'est pas une introduction qui dit seulement, comme ce livre est vraiment très juste, très vrai et tout ça. Elle dit non, il y a des choses sur lesquelles moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc il y a vraiment un aspect scientifique de travail de recherche. Exactement. Alors c'est vrai qu'on est vraiment ravis d'avoir cette préface d'Annie Lacroix-Riz qui doit faire 40-50 pages. Hein. C'est presque un petit livre en plus de Roberts.
parce que surtout ça complète en amont et après, enfin disons que je crois que je ne veux pas parler à sa place, mais elle disait qu'elle était d'accord avec 8 chapitres sur 12 hein, du Roberts. Ouais. En fait, Roberts montre vraiment toute la machine de guerre soviétique dans toute son étendue. Il revient sur un certain nombre de légendes, comme quoi, je ne sais pas, par exemple, l'armée rouge aurait laissé les insurgés de Varsovie se faire écraser en s'arrêtant devant la Vistule. Ça, il montre, par des raisons militaires, que c'est absolument impossible. Il revient sur... il montre les chiffres exacts de ce qui semble complètement surévalué, c'est-à-dire les gens qui ont été victimes une sorte d'épuration du NKVD après avoir été prisonniers en Allemagne. Il montre qu'il s'agit de 200 000 personnes à peu près, ce qui n'a absolument rien à voir avec... quand on pense que Nicolas Werth, par exemple, vous présentez un manuel d'histoire où il n'insiste que là-dessus, sans parler en ne consacrant que quelques lignes aux 3 millions de soviétiques qui sont morts dans les camps nazis. Ça c'est absolument incroyable. Bon, et alors, un certain nombre et puis Robert s'insiste aussi sur l'efficacité quand même de la machine de guerre soviétique par rapport à ça. On va parler aussi du rapport Khrouchtchev. On a du mal, en lisant le rapport Khrouchtchev, à comprendre comment les soviétiques auraient gagné. Enfin, oui, ça serait comme s'ils avaient un potentiel humain à sacrifier à n'en plus finir jusqu'à ce que Hitler s'épuise. C'est aberrant, ce genre de choses. Donc le Robert, c'est pour ça qu'il a un aspect totalement satisfaisant, y compris pour des historiens. Je pense pas. Il y a le magazine Guerre et Histoire qui vaut ce qu'il vaut, parce que bon, il a une présentation très criarde. Il vient de consacrer 2 pages à Robert, c'est fait surtout par des gens experts en stratégie, enfin, sur des militaires. Oui. Effectivement, ils sont tous, je pense, tributaires de certaines interprétations de Robert. C'est vraiment une référence, ils le savent très bien. Alors, là, on a demandé enfin, on était tout à fait content qu'Annie Lacroix puisse intervenir. Je pense qu'il y aurait certaines divergences avec Robert sur les années 30, sur la préparation de la guerre, parce que je pense que, oui, le livre de Robert, c'est le premier grand bouquin sur Staline et son entourage dans la guerre, un livre d'histoire militaire, ça fait date. Alors, ce qu'on voit mal, c'est peut-être les préparations, parce que la guerre, ce n'est que la continuation de la politique. On voit mal toute la préparation industrielle, tout le rôle du parti, voilà, les plans, voilà, c'est ça, exactement. Il faut revenir un peu à l'histoire des années 30. Là, Robert, dans les années 30, j'allais dire, se mouille pas trop. Et notamment sur l'histoire, il pense toujours comme une certaine vulgate qu'il n'y avait eu aucun problème dans l'armée, simplement des règlements de compte paranoïaques de Staline qui aurait liquidé son état-major au moment de l'affaire Toukhatchevski. Il faut quand même rappeler qu'Annie Lacroix a travaillé, notamment dans le choc de la défaite, elle a consacré de plusieurs dizaines de pages à exhumer toutes les archives occidentales sur l'affaire Toukhatchevski. Je pense qu'elle vous en parlera bien plus longuement, mais parce qu'il y a très peu de choses qui sont parues dans les archives russes sur cette affaire. Même le procès Toukhatchevski s'est fait à huis clos. Mais il semblerait, en tout cas beaucoup de gens en Occident en étaient à peu près certains qu'il y avait bien un risque de complot énorme. De toute façon, on imagine bien que les nazis avaient des plans de subversion de l'armée. C'est pas totalement, c'est assez plausible de toute façon qu'il y a eu ce phénomène-là. Donc c'est quand même important de montrer ce que Annie Lacroix a à dire sur le procès Toukhatchevski. Après, aussi, ce qui est très important, là où elle complète Roberts vraiment bien, c'est sur l'aspect de la guerre froide, parce que Roberts est un expert des questions soviétiques. Il connaît peut-être moins bien l'aspect américain des choses. Et là, il y a toute une historiographie américaine sur la guerre froide qui montre l'aspect très agressif en fait de la guerre froide. C'est pas du tout une guerre de Staline, là, c'est vraiment quelque chose qui a été imposé à l'URSS. L'URSS, c'est un pays qui s'est épuisé de la guerre, c'est pas difficile à comprendre, hein, mais au moment où il est le plus mal, les États-Unis, y compris, se servent de l'arme nucléaire, enfin de bombardements de masse pour terroriser les Soviétiques et essayer d'avancer leur plan. Enfin, et déjà, cette guerre froide, elle commence dès octobre 17, enfin dès la guerre civile. Hein, ça, c'est évident qu'il y a une invasion de l'Occident, et ça, il faut absolument le rappeler. Même si, Robert se montre bien... ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il montre bien que cette détente démocratique qu'on attribue exclusivement à Khrouchtchev, elle commence en fait dès l'après-guerre.
Et j'allais dire, bon, on voit l'aspect, à partir de Khrouchtchev, on voit l'aspect apaisé, bon, qui semble justement dû à la PDR, du fait qu'il n'y a plus de lutte interne dans le parti. Bon, on peut dire c'est tant mieux, bien sûr, mais il y a un recul démocratique à partir du moment où Khrouchtchev, en fait, commence à laisser rentrer ce qu'on appelle le second marché, commence en fait à aller sur une voie très social-démocrate qui va finir par emporter le pays, hein, parce que c'est pour ça qu'on avait publié ce livre de Kiran Ekini qui s'appelle Le socialisme trahi, voilà, oui. Qui me semblait très important, parce qu'on voyait que là, indépendamment des questions de personnes, il y a quand même, on voit bien qu'il y avait un fort courant social-démocrate dans le PCUS, qui s'exprime avec Boukharine, qui se renforce avec Khrouchtchev, qui finit par l'emporter complètement avec Gorbatchev, qui se présente au départ comme une volonté, comment dire, on prend ce qu'il y a de bien dans tous les systèmes, oui, et puis on arrive à une sorte d'équilibre. En fait, ça s'est amené à quoi? On a créé justement un marché parallèle au marché d'État, enfin au système économique, et on a laissé littéralement l'économie se gangrener. Et c'est pour ça qu'une des causes de la chute de l'Union soviétique, c'est pas le socialisme, c'est précisément le capitalisme. Oui. C'est précisément les éléments de capitalisme qui ont fini par l'emporter. Alors bien sûr, tout ne bascule pas au moment de Khrouchtchev, c'est pas la position. Mais non, c'est un processus. C'est un processus qui est très long. Ouais. Et alors c'est sûr qu'on commence à comprendre, c'est pour ça qu'on a publié aussi ce texte de Grover Furth qui s'appelle Khrouchtchev a menti, qui est une sorte de contre-rapport Khrouchtchev, hein, qui est il démolit en règle les 61 propositions du rapport Khrouchtchev. Ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'au moment où Khrouchtchev prend le pouvoir, il y a un renforcement de l'appareil du parti, mais vraiment une sclérose complète. C'est-à-dire que, alors évidemment par rapport à la période des grandes purges staliniennes, qui est une période en fait de guerre civile, ça il y a toute une historiographie américaine qui le représente sous ce terme. On peut pas, par rapport à une vision là qu'il faut justement revoir, qui est celle de Staline déclenche tous les boutons à tous les étages, une répression totalitaire. D'ailleurs, ce qui pose un énorme problème de logique, tout simplement, oui. C'est qu'on ne comprend pas pourquoi, si on a tous les pleins pouvoirs, de faire ça, pourquoi on le fait en se mettant autant en danger, y compris même pour les procès de Moscou, qui posaient un problème auprès de l'opinion publique, même dans l'information. C'est bien qu'au contraire, il y a un emballement du processus et une guerre civile au sein du parti-État qui est... Donc, effectivement... Ça fait justice d'espèces d'idées fausses. Ce monsieur tout seul, Joseph Staline, arrivait à faire la pluie et le beau temps sur la totalité du territoire et sur les 200 millions d'habitants. Sur les 200 millions d'habitants. Alors que le livre montre qu'il y a une vie politique, même si c'est des débats à l'intérieur de l'appareil externe, mais redoutables. En fait, bien sûr, tout à fait, oui. Il y a un vrai débat. Il ne faut jamais oublier que dans les pays à parti unique, c'est pas... L'affrontement politique il se fait entre factions, oui, de toute façon. Mais là, il y a plusieurs acteurs, en plus du parti. Vous avez peut-être effectivement le centre à Moscou, oui. Vous avez différents secrétaires régionaux, vous avez les masses, et tout ça joue avec des pressions. C'est pour ça qu'il faut un peu comprendre Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir de Khrouchtchev, pour terminer, là, il y a effectivement le parti se renforce, mais se sclérose complètement. Alors, je ne dis pas qu'il fallait revenir à une période aussi violente, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est vraiment... on n'est pas du tout dans un renforcement des soviets, comme le prévoyait la Constitution de 1936, qui voulait justement un équilibre entre le parti et une certaine initiative populaire. On est au contraire vers une sclérose particratique, et qui entraîne effectivement un affaiblissement complet du système. Donc tout ça se passe à partir du fameux rapport secret, pour resituer peut-être les faits historiquement. Donc 20e congrès, 1956, à Moscou. Février 1956. Voilà, et ce qui se passe, peut-être soit toi, soit Bernard, qui en a parlé à notre dernière émission, on peut raconter ce qui s'est passé à propos de où a été fait ce rapport qui a été secret, qui n'a pas été un rapport fait en séance plénière. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, et ça c'est venu jusqu'à nous, puisque les délégués des partis étrangers, et en particulier des partis occidentaux, dont le parti français, sont mis dehors de la salle du Congrès au moment de la présentation du rapport. Donc ils n'auront connaissance du rapport que ce qu'en dira la presse bourgeoise, comme on disait à l'époque, à leur retour dans leur pays. D'où l'effet de stupéfaction. Mais c'est pas possible
s'il se soit passé ça dans l'enceinte. On leur a permis de lire, mais le rapport, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Ils n'ont pas pu l'écouter. Et c'est arrivé d'abord dans la presse occidentale, puisque je crois que les premières mentions sont dans le New York Times, après ça ressort dans le Figaro. Et effectivement, donc on peut effectivement. Et je crois que l'original russe n'existe pas. En plus. On n'a que les traductions de l'anglais. Oui. Parce que alors donc Gros-Verfure a travaillé sur le... Oui, le texte, je sais que le texte qui a été publié en France est traduit de l'anglais. Il a été publié en France et en tout cas republié peut-être il y a une vingtaine d'années aux éditions, c'est un petit que sais-je, le rapport Khrouchtchev, et qui est présenté par, comment s'appelle-t-il, ce communiste serbe, oui. Communiste, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, un chercheur ou ancien communiste, ou post-communiste, serbe, qui est, d'après Annie Lacquaris, qui serait aussi celui qui est peut-être à l'origine, moi elle m'a demandé de chercher dans ses livres à cet homme, et j'ai cherché notamment dans le rapport Khrouchtchev et dans tous les commentaires, qui serait peut-être celui qui est à l'origine de la fameuse phrase que Staline n'a jamais prononcée et qui est reprise partout, le pape, combien de divisions. Et ça c'est une phrase qui est prêtée à Staline, qui est un faux, et en tout cas Annie Lacquaris, un jour où nous en avions parlé, elle nous avait dit, moi je crois que c'est cet auteur serbe-là qui a présenté le rapport secret dans le livre Que sais-je, dans l'édition française, donc, elle pense que c'est peut-être lui, mais c'est à chercher. En tout cas, moi, j'ai regardé 2 livres, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, bon, voilà. En tout cas, bon, les retombées du rapport Khrouchtchev sont absolument énormes sur le mouvement ouvrier international. C'est une démission complète. Évidemment, je pense que ça a frappé tous les contemporains par son aspect totalement exagéré. Le fait de... Alors, on peut comprendre qu'à un moment, l'appareil décide de trouver un bouc émissaire. En plus, il s'agit d'un mort. Donc, on dit ça c'est commode, ça fait de mal à personne, et puis ça permet de repartir. Ce qui pose problème, surtout avec le recul historique qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens qui ont fait ce rapport sont aussi ceux qui ont emmené le pays au désastre. Et il se trouve que d'ailleurs Khrouchtchev était une des personnes qui avait le plus à se reprocher de l'époque précédente, en tant que secrétaire en Ukraine, où il a été vraiment un des plus grands adjoints des JOF et où il semblerait qu'il ait eu une politique de répression particulièrement cruelle. Il semblerait que ce soit justement un homme de cet appareil qui a essayé de revenir sur le devant de la scène. Enfin, donc cette guerre civile initiée par les grandes purges, en fait, se termine par une victoire de ces gens-là. Oui, donc justement, et en plus, ce sont les gens qui ont amené quand même l'URSS au chaos, alors que les gens qu'ils incriminent sont aussi ceux qui l'ont amené à la victoire sur le fascisme. Parce que on a quand même, il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de réhabiliter moralement Joseph Staline. Moi, je fais pas du tout de morale, au sens où je ne suis pas un prêtre jésuite en casuistique. Parce que, je veux dire, quand bien même l'image de Staline véhiculée par nos pires anticommunistes serait totalement exacte, il resterait toujours la victoire sur le fascisme, il resterait toujours le fait que l'humanité a été véritablement sauvée à Stalingrad contre un processus d'asservissement de l'homme par l'homme, enfin, une idéologie raciste, dont le but c'était quand même de mettre les Russes en esclavage ou de les exterminer, parce que c'était ça dont il était en cause. Quand bien même il y aurait cette version-là, d'ailleurs je pense que de toute façon il faudrait faire la part des choses, donc vous êtes là littéralement par-delà le bien et le mal, là on serait dans un héros de type shakespearien. Mais la plupart des gens ont cette vision de Staline aujourd'hui comme patriote russe, un peu à la Pierre le Grand ou Ivan le Terrible, c'est-à-dire personnage qui n'hésite pas, je sais pas, à châtier lui-même ses boyards, mais qui tyrannique, mais qui sauve le pays. Quand bien même c'est ça, de toute façon vous ne pouvez pas juger, enfin, au sens, ça n'a pas de sens d'en faire un truc moral. Moi je n'ai même pas voulu en tant qu'éditeur mettre le portrait de Staline, c'est pas ça qui m'intéresse du tout. Je pense qu'il ne faut pas du tout revenir à la période du culte, de la personnalité, qui de toute façon n'est pas du tout satisfaisant pour les marxistes, mais on le voit bien, d'ailleurs Gros-Verfure le montre très bien, c'était complètement instrumental. C'est pas qu'il le refusait, il a accepté pour des raisons pratiques, mais on voit bien que ça lui répugnait personnellement, il y a des tas de témoignages qui le mouvent, parce que en fait ça se comprend très bien, c'est un style de travail bolchevique, les gens étaient tous à peu près sur le modèle de Lénine, on travaille, on se la ramène pas, c'est pas comme un leader, je sais pas, un chef d'entreprise capitaliste ou les fascistes qui se montent toujours le menton, c'est le style de travail communiste, c'est pas du tout ça. Par contre, il y avait nécessité face à l'urgence de mobiliser le peuple russe qui est encore en
transition vers la modernité avec une figure paternelle légitime. Ouais. Donc il ne s'agit absolument pas de revenir à ce culte. Je pense que c'est une impasse complète. Je m'adresse y compris à des camarades. Je comprends très bien que pour des raisons de dégoût face à la propagande, ils ont tendance à faire un peu d'identitarisme soviétique. Je comprends très bien, mais il faut avancer, il faut repartir de l'avant, il faut étudier les situations concrètes, il faut rester marxiste. Il faut avoir une vision marxiste, léniniste de cette période, l'histoire de l'histoire de l'URSS. Voilà. Quand j'ai traduit le livre sur Staline, donc Staline, histoire et critique d'une légende noire, à un moment, l'auteur qui est Lo Surdo cite Georgi Molotov, qui, pendant la Grande Guerre patriotique, dit à Staline, ça va être votre anniversaire, il faut absolument célébrer ça, le peuple l'attend, c'est important, il faut qu'on fasse quelque chose qui marque. Et Staline, c'est Molotov qui le cite, Molotov qui est traduit, qui est dans la bibliothèque à Marseille, largement. Et donc, là, c'est avec Félix Tchoueff. Oui. Voilà, Molotov qui dit ça à Staline. Staline lui dit, mais vraiment, n'y pensez même pas, on ne doit pas, je ne veux pas. Donc il y a des choses vraiment qui mériteraient d'être davantage diffusées. Non, mais en fait, le culte, au bout d'un moment, le culte de la personnalité devient un instrument qui permet à des gens comme Khrouchtchev et des sortes d'adulateurs serviles de rentrer véritablement dans la place. Ça pose un énorme problème de fonctionnement. Il se trouve que Malenkov avait essayé, qui était très proche de Staline, avait essayé justement de faire un rapport sur le culte de la personnalité qui aurait coupé l'herbe sous le pied à Khrouchtchev, pour revenir à une période beaucoup plus normale, notamment après la mort de Staline. Et ça pour moi, c'est une interrogation. Est-ce qu'il a sauvé sa peau en ne publiant pas? Parce que lui, il a vécu tranquille. Je crois qu'il a été directeur d'une centrale nucléaire ou un truc comme ça. Bon, enfin, il a fini sa carrière. Et comme Molotov, il y a des choses, oui, tout à fait, qui sont étranges. C'est l'animosité que Molotov portait à l'égard de Beria, par exemple. Ouais. Ça, même, je trouve que ça reste inexpliqué, y compris pour moi en tant que lecteur, par rapport à l'historiographie dominante. Mais il semble qu'il y a... Enfin, dans tout appareil politique, il y a des divisions, mais je veux dire, il y avait le clan khrouchtchevien d'un côté, avec Khrouchtchev, Mikoyan, mais de l'autre côté, les proches de Staline comme Molotov ou Malenkov pouvaient être opposés aussi à Beria, qui a servi de grand bouc émissaire à Khrouchtchev. D'ailleurs, c'est une des grandes découvertes, quand on lit la soviétologie, c'est qu'il se trouve que quand Beria remplace Yezhov juste après la période des grandes purges, le taux d'exécution passe à 1% de ce qu'il y avait juste à côté. En gros, dans les représentations mentales, on attribue à Beria ce qu'il faudrait attribuer à Yezhov. D'ailleurs, c'est même pour ça que même sur la période de Staline, on parlait de Yezhovchina, qui était pour qualifier cette période-là. Alors, bon, évidemment, des gens vont vous dire Staline a préféré prendre un bouc émissaire pour Yezhov pour expliquer cette période-là. C'est la version c'est ce que Khrouchtchev veut prouver en mettant sur le dos de Staline. Et il crée pour cela le rapport Pospelov, il nomme un homme à lui qui s'appelle Pospelov, qui était avant connu d'ailleurs il avait fait de l'adulation de Staline à n'en plus finir. Après, il rédige en fait des rapports de réhabilitation. Et en fait, il rédige des rapports de réhabilitation en chaîne. Ce Pospelov. Une commande, mais en fait, Khrouchtchev n'a produit aucun document pour l'époque, alors qu'il les avait. Moi, ce qui m'a le plus convaincu, si vous voulez, je pense qu'on ne sait pas encore tout, ça reste très, très obscur, mais c'est que les gens qui avaient tout intérêt à noircir Staline durant cette période n'ont pas produit les documents qu'il fallait. Et c'est ni le cas de Khrouchtchev, ni le cas de Gorbatchev, ni le cas de Helsinki. Là, on est vraiment dans aujourd'hui, on est plutôt dans le cadre d'une sorte de réhabilitation nationaliste de Staline. C'est pas du tout ma ligne. Donc là, on le réhabilite comme chef de guerre, mais c'est pas. Mais sur cette période-là, concrètement, les choses restent totalement obscures. Et ces réhabilitations, Grover-Furth montrent bien, il y a un côté absolument systématique. Donc notamment, je sais pas, pour le cas de Toukhatchevski, c'était évident. Mais là aussi, ça pose un énorme problème de simple logique. Pourquoi on s'attend à une invasion hitlérienne, c'est la plus grande invasion de l'histoire militaire, pourquoi décimer son armée? Oui, tout à fait. Oui. Quel intérêt? Tout à fait. Parce qu'il était fou. Alors s'il était fou, pourquoi est-ce qu'il aurait réussi à gagner la guerre? Alors on va me dire, oui, mais c'est l'armée rouge qui a gagné contre Staline. Alors l'armée rouge, non seulement passe à un fou, arrive à...
Bon, puis, ça devient indécent ce débat, parce que la guerre a quand même coûté 25 millions de morts, dont 2 tiers de civils à l'Union soviétique. Il faut être un peu sérieux. En fait, je crois qu'il y a un énorme problème de symbolique. Bon, donc pour le mouvement communiste international, le rapport Khrouchtchev a voulu en fait tuer le chef, tuer le père. Pour passer à autre chose. Bon. Au bout d'un moment, peut-être que la question de personne ne joue pas, c'est pas tellement la question, et c'est très difficile, surtout, effectivement, dans une période de guerre civile, même Molotov le disait, il y a eu énormément de victimes innocentes, tout le monde le reconnaît, mais bon, le problème est que si on supprime cette fonction dirigeante, on tue sans doute ce que Freud disait, dans le rôle du père, il y avait la fonction qui est symbolique, c'est pas le père qui est important, qui est le principe de réalité. La mère incarne le principe de plaisir, le père incarne le principe de réalité. Je parle de la symbolique, peu importe si ça exprime d'une personne ou d'une autre. Mais là, quelque part, c'est pas tellement qu'on ait déboulonné le père qui me gêne, franchement, on s'en moque, c'est qu'on a vraiment déboulonné la réalité. On n'explique plus du tout la réalité de l'Union soviétique. Qu'est-ce que c'était que ce pays comme forteresse assiégée, les gens ne se rendent pas compte que même de toute façon la production industrielle, c'était une bataille, une guerre. La guerre elle commence tout le temps. Ce sont des conditions de guerre. Même qu'on en explique par exemple les conditions de production dans les prisonniers du Goulag, on ne compare pas ce que c'était de toute façon les conditions pour les gens normaux de toute façon, mais c'était une guerre de la production. Des gens qui comparent même à la bataille de Verdun, des témoins de l'époque, des gens qui dormaient dans la neige pour faire des combinats à Magnitogorsk. Mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'il y avait au moins un consensus sur cette ligne-là, sur cette ligne générale qui était industrialisation, au moins collectivation pour faire cette industrialisation, résistance, enfin moins de la majorité de la population, résistance à l'envahisseur, et c'est ces moments admirables où un peuple dit la liberté ou la mort. Les Français en ont été capables, les Soviétiques, les peuples soviétiques l'ont fait. Et ces jours-ci, on a eu droit, parce que l'historienne ou journaliste états-unienne Anne Applebaum passe maintenant donc sur France Culture, un peu partout, parce que son livre vient d'être traduit, un nouveau livre donc contre l'Union soviétique, et même dans son livre, dans son plus fameux livre, le premier sur le Goulag, même dans ce livre, elle reconnaît des tas de choses sur la façon dont les gens vivaient, produisaient, lisaient, jouaient des pièces. C'est dans le livre de Lossaudo sur Staline, il utilise des passages d'Anna Applebaum qui se retournent quasiment contre la thèse qu'elle essaie de développer, parce qu'elle montre que le Goulag, oui, il y avait tout un tas de choses, mais elle montre aussi des choses qu'on n'a pas vues ailleurs, dans des camps d'internement ou de concentration. Et donc c'est pas les camps d'extermination. Et c'est vraiment intéressant d'aller voir justement chez des historiens anti-soviétiques les choses qu'ils sont obligés de reconnaître et qui vont à l'encontre de ce qu'ils essaient de développer. Oui, tout à fait. Et j'en parle parce qu'Anne Applebaum est passée, je crois, avant-hier sur France Culture, évidemment, traduite. On aurait dit la messe, tu vois, traduite tout comme ça, tout doucement. Oui, ça, faut aller voir le livre de Lossaudo chez Aden sur ces questions-là. Là, il s'agissait surtout, pour le Khrouchtchev-Almaty, d'expliquer ce qui est dans le rapport Khrouchtchev, c'est-à-dire la guerre civile au sein du parti, présenté comme règlement de compte paranoïaque de Staline, alors que ce n'est pas le cas. Khrouchtchev ne parle pas du Goulag dans le rapport. Il faut que tu dises peut-être aussi le nombre de pages, des choses plus matérielles. Donc, c'est un gros livre, le livre de Grover Furth, Khrouchtchev-Almaty. Oui. C'est un livre qui fait combien de pages ? 441, grand format, et pour Roberts, et les guerres de Staline, 540. Donc, peut-être une chose évidente, beaucoup de gens nous demandent souvent comment trouver les livres. Alors, tous les livres peuvent être commandés en librairie, ou ils y sont déjà, ou le libraire ne les a pas commandés, ce qui est une autre, donc ça vous pouvez faire pression sur amicale sur lui. Ils sont tous commandables par Dilicom. Vous demandez, un libraire il connaît ça, ils ont tous Dilicom, ou n'importe quel livre peut être acheminé. Si vous n'avez pas de libraire près de chez vous, vous pouvez nous envoyer un mail à édition sans accent, édition au pluriel delga, DELGA, @yahoo.fr. Voilà. Oui, c'est bon à savoir, puisqu'il y a des libraires qui refusent de mettre... Oui, alors la plupart des... Il faut comprendre que dans l'édition indépendante, les libraires indépendants sont nos meilleurs alliés. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont un intérêt à ce pluralisme politique et qui le comprennent très bien. C'est pas du tout la FNAC ou Feu Virgin.
qui d'ailleurs, ceux qui meurent les premiers, c'est pas les meilleurs, c'était vraiment ceux qui ont joué, au contraire, la grosse production capitaliste. Les libraires le savent, qu'ils ont cet intérêt-là. La plupart, bon, effectivement, il y en a qui jouent pas le jeu, mais c'est pas d'ailleurs, c'est même pas pour ça qu'il faut pas les aider, parce que peut-être qu'ils jouent le jeu pour d'autres choses. Oui, hein. Et puis de toute façon, défendre le livre, c'est une bonne chose en soi. Beaucoup de gens se demandent pourquoi. Il faut savoir qu'on n'envoie pas nos livres à Amazon. On refuse de ce système-là, qui est un système qui c'est pas que par pureté idéologique, c'est un système qui étrangle les éditeurs en demandant 50% du prix de vente. C'est-à-dire qu'il me permet. 50%. Oui, en fait, ça ne permet plus de financer une traduction. Vous n'avez plus du tout de moyens. Je précise au passage que les éditions d'Elga, moi, les quelques éditeurs avec qui j'ai travaillé, les éditions d'Elga payent d'une manière extrêmement régulière, assurée, en confiance, et que c'est quand même un grand plaisir aussi de travailler avec les éditions d'Elga comme traducteur. On n'est pas exploité. Ça mérite de le dire, y compris chez des éditeurs qui se prétendent de gauche. Et qui ont d'autres pratiques. Ça fait partie de la ligne éditoriale, ça. La correction avec les contributeurs. Oui, je pense. Mais non, mais on vit dans un système capitaliste qui a ses règles, ses lois, c'est très dur, mais je crois que vraiment le plus important, c'est la solidarité militante. Il faut se considérer comme un État dans l'État, une contre-culture, il faut le penser comme ça. Et c'est vrai que... Par contre, ce qui est très important, je rajoute, c'est qu'il faut avoir un esprit professionnel. Lénine parlait de ça, de révolutionnaire professionnel. C'est ça la différence avec le simple militantisme comment dire, c'est pas que du bénévolat. Il faut à un moment comprendre, il faut lutter sur des questions pratiques. Donc Amazon, c'est pas pour simplement voilà, y compris syndical. Par exemple, on est en train de monter des tas de choses avec la Philpac pour défendre des librairies. Ça, c'est très important. Le prix unique du livre contre Amazon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'Amazon achète nos livres par d'autres libraires. Ça n'y peut rien. Donc, ce qui peut qu'on peut les trouver, mais alors, si vous allez sur Amazon, le premier truc, vous voyez une rupture de stock. Après, vous voyez qu'un autre libraire là. D'accord. En plus, c'est particulièrement dégueulasse parce qu'on a vraiment l'impression que comme ça, le bouquin est épuisé. Nous, je tiens à le dire, on n'a aucun livre épuisé. Tous nos livres en catalogue sont disponibles. Parce qu'on fait exprès de les réimprimer, on considère que c'est un devoir de les mettre à disposition du mouvement ouvrier ou du mouvement travailleur. Voilà. Et c'est important, pour moi, donc traductrice, contributrice aux éditions d'Elga, je trouve majeur de préciser que justement il y a une unité entre les idées qui sont défendues par ces éditions et la manière de travailler, la façon de travailler ensemble. Et moi, depuis quelques années où donc je travaille avec les éditions d'Elga, j'ai vraiment l'impression de participer à une œuvre politique, à un travail politique. Et pas d'être un larbin qui est exploité ou qui fait ça d'un point de vue bénévole et tout. Je pense qu'effectivement, il faut défendre le prix de tout travail. Et c'est quelque chose qui est très présent et vraiment qui est très présent aux éditions d'Elga. Il faut le mentionner. Emmerich ne le dira pas, moi qui travaille, je peux le mentionner. D'ailleurs, on va peut-être parler du livre, y compris parce qu'il y a un autre livre qu'a traduit donc Marie-Ange, Patrizio, qui s'appelle Domenico Losurdo, La non-violence, une histoire démystifiée. Ça sort au même moment que ces livres sur l'URSS. Vous pouvez me dire quel rapport? En fait, il y en a évident, c'est que par rapport, on parle beaucoup là de violence politique, c'est cette époque très violente entre 14 et 45, de toute façon pour l'Europe entière et le monde. Il faut rappeler que le mouvement, si on parle de non-violence et de violence, le mouvement communiste au XXe siècle est d'abord le mouvement pacifique, le mouvement qui est contre la guerre à l'impérialisme. Tout à fait. Mais qui n'est pas... C'est pour ça qu'il faut étudier ce que c'est que le mouvement de la non-violence. Et Losurdo montre un certain paradoxe, c'est que les mouvements non-violents, il y a deux solutions. Ou bien, en fait, ils embrayent sur la révolution d'octobre, parce qu'ils montrent que Gandhi, avant octobre, il demande simplement une intégration carrément à l'armée impériale, il se fait un recruteur en chef, voilà. Et même une intégration dans la race aryenne, en disant les Indiens sont des Ariens. Il y a une sorte des Africains, puisque Gandhi dit ça depuis l'Afrique du Sud, où il est. Après, Gandhi devient un leader anticolonialiste indéniable, hein, ça, il faut lui reconnaître ce mérite, mais il le doit quand même à la lancée d'octobre 17. Ça, même chose pour Martin Luther King, qui au départ demande I Have a Dream, une sorte d'intégration des Noirs au rêve américain. À partir du moment où il se rend de plus en plus compte que la lutte des Noirs est liée au mouvement de libération des Vietnamiens,
notamment de tous les peuples anti-impérialistes. C'est là où il devient véritablement dangereux, où il se fait littéralement assassiner par le FBI. Hein. D'ailleurs, ce qui va très loin, beaucoup plus loin que cette espèce d'opposition un peu bêtasse entre Martin Luther King et, je sais pas, Malcolm X, comme on a voulu... Non, il y a un très beau parcours. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a un très bel hommage rendu à Luther King, une lucidité qui commence à se faire jour. Mais de toute façon, ça embraye sur le mouvement des... Le Sourdo est très bon quand il dit vous ne pouvez pas imaginer la fin des 3 discriminations qui sont basées sur l'argent, sur la différence entre les sexes ou sur l'origine, discrimination raciale, sans le mouvement communiste, sans le mouvement ouvrier. C'est parce qu'il y a eu solidarité entre ces grands mouvements qu'on a pu s'en sortir. Ce qui est terrible, il ne faut pas opposer le sociétal et le social. Moi qui ai lu Michel Kouskar, je peux vous dire qu'il y a des tas d'interprétations de Kouskar qui comprennent absolument pas ça. On est comme, je sais pas, Miss France ou Miss Monde, elles sont toujours contre la guerre, les Miss Monde, j'ai remarqué. Elles sont charmantes, c'est contre la guerre. Bon. Mais nous aussi. Mais bon, là, ça aussi, il ne faut pas se leurrer. La doctrine de Lénine, c'est contre la guerre impérialiste, guerre à nos propres généraux. Enfin, c'est vraiment ça qu'il s'agit de faire. C'est la seule manière d'arrêter ça. Il ne faut pas avoir un angélisme particulier, parce que le problème de cette histoire de l'URSS, où il ne s'agit pas le stalinisme, moi je ne sais pas du tout ce que c'est. On est marxiste-léniniste, il n'y a pas de doctrine. Il y a peut-être une compréhension de la nation qui est très, très poussée chez Staline, ça je pense qu'il faut mais il y a pas on ne demande pas à ce que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Mais simplement, dans cette négation du principe de réalité de ce qu'était l'URSS, ce qu'on demande implicitement au communisme, quand on lit la plupart des textes anticommunistes, c'est 2 choses. Vous avez 2 solutions. Ou bien vous devenez des anarchistes. C'est-à-dire vous voulez faire dépérir l'État tout de suite. Et qu'est-ce que ça veut dire faire dépérir l'État quand l'URSS, quand il y a Hitler à côté? Là, faut m'expliquer. Ça veut dire porte ouverte. Oui, porte ouverte. Bon. Ou alors, donc, autre solution, vous devenez des sociodémocrates. Vous pensez qu'il faut réformer le système petit à petit. Mais je veux dire, on reproche aux communistes d'avoir fait ces choses-là, mais il faut aussi reprocher aux sociodémocrates de n'avoir rien fait. Je veux dire, c'est beaucoup plus lourd de conséquences de ne pas avoir aidé l'Espagne comme l'a fait Léon Blum. Les responsabilités dans l'avènement du fascisme sont avis qui me semble absolument... Dans l'historiographie, ce qui explique l'histoire du XXe siècle, il y a le débat sur ou totalitarisme ou fascisme. Alors expliquons, c'est quoi totalitarisme, ça veut dire, on prend des aspects, je sais pas, on parle simplement que de la police politique, et on fait des régimes à police politique, on les met dans le même sac. Et donc on va vous dire le nazisme et le communisme c'est pareil. Bon. L'autre c'est doctrine fasciste. C'est quoi le fascisme? C'est une doctrine qui est élaborée en 1935 au moment du Comintern. Il y a d'autres interprétations marxistes du fasciste, mais c'est de lier le fascisme à l'impérialisme. C'est-à-dire le fascisme est un moment du développement impérialiste, donc du capitalisme. Et on voit bien, le Sourdo est très très bon là-dessus, on voit bien le lien entre le colonialisme anglais de type racial et ce que Hitler veut faire. Quand il veut faire les Indes allemandes, c'est le même type de processus. On muselle la classe ouvrière, c'est la Gleichschaltung, on la met au bas, et on crée une guerre de conquête à l'étranger. Là, de ce point de vue-là, le nazisme et le capitalisme, c'est quand même un même système. Je veux dire, il faut se rappeler qu'il y a 14 nations qui envahissent l'Union soviétique dès la guerre civile. Il y a quand même un continuum voilà. Ce qu'on demande en étant sociodémocrate, c'est qu'on apparaisse comme la gauche de ce continuum-là. J'ai relu, pour préparer l'émission, j'ai relu le fameux livre noir du communisme, la préface de Courtois. Il dit quand même, on ne va quand même pas laisser à l'extrême droite, de plus en plus forte, le privilège de dire la vérité. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un continuum de pensée, d'explication du monde, de Courtois à Jacques Bainville ou Pierre Bergson, sur le communisme. C'est ça que ça veut dire. Mais moi je pense oui qu'il y en a, hein. C'est l'aile gauche, de ces 14 nations qui ont agressé l'Union soviétique. Donc, et qui veulent se présenter comme une gauche, d'où l'illusion social-démocrate. L'illusion social-démocrate, c'est ça, on ne renoncera jamais à ça. Il faut lutter contre l'impérialisme. L'impérialisme ne peut se détruire que les armes à la main. Voilà. Alors c'est une idée un peu douloureuse, parce que effectivement, la seule issue est armée, mais d'un autre côté, quand on accumule les morts, les défaites, les massacres, il y a un moment où effectivement, on est dans la position des Indo-Chinois de dire, bon, il faut y passer par là. C'est ça. Ce que je dis sur être armé, c'est une guerre. Je dis que c'est aussi résister mentalement, ça peut être à tous les moments, c'est une guerre incessante, c'est une guerre contre cette guerre. Et dans le livre, donc, la non-violence,
une histoire démystifiée de Domenico Lo Surdo. Il y a notamment, puisque tu citais donc le moment du début du XXe siècle et avant la guerre de 14, il y a de très belles pages où Lo Surdo montre justement toute la partie non violente de Lénine, mais aussi de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Allez, de Karl Liebknecht, c'est aussi voilà. une grande émotion. Il y a de très belles pages là-dessus. Et après, donc, il enchaîne avec Gandhi, Martin Luther King et le Dalai Lama. Ah oui, oui j'ai oublié de dire, dans les non-violents, c'est deux solutions. Soit le mouvement non-violent embraye en fait sur le mouvement ouvrier, soit au contraire, ça devient un instrument dans les mains des impérialistes. Hein. Voilà. Et on le voit très bien sur notamment l'utilisation du féodalisme tibétain, une espèce d'imagerie. Et Marie-Ange a d'ailleurs eu des surprises en traduisant, traduisant Lo Surdo, citant Heinrich Harrer, qui était le précepteur du Dalai Lama. Elle va nous expliquer pourquoi, je pense. Précepteur allemand, il faut préciser. Ouais. Autrichien. Ouais, et porteur de l'idée d'arianisme, c'est-à-dire les Ariens, ça va depuis la Bretagne au Tibet. Et le Dalai Lama était quasiment blanc. Quand il l'a rencontré, c'était un blanc comme nous, quoi, dit-il. Alors, donc moi, en faisant cette traduction de la non-violence, comme pour tout autre livre, le choix des éditions d'Elga, en tout cas, et le mien, c'est de traduire pour les citations d'auteurs français, évidemment, les auteurs français dans le texte, aller les chercher, non pas traduits et retraduits, mais aussi d'aller chercher, pour certaines grandes œuvres ou œuvres très connues, d'aller chercher donc la traduction. Il se trouve que, donc, à propos du Dalai Lama, le chapitre qui est consacré au Dalai Lama, Lo Surdo puise amplement dans le livre de Heinrich Harrer, 7 années au Tibet, ou traduit en français 7 années d'aventure au Tibet, qui nous a valu aussi un film de Jean-Jacques Hano. Et donc un jour, Emmerich me dit, si ça t'ennuie pas, est-ce que tu pourrais citer plutôt que de traduire la version italienne en français, que la version italienne étant elle-même la traduction de la version allemande, est-ce que ça t'ennuie pas? Donc je dis non, donc je vais chercher, je trouve le livre à la bibliothèque à Marseille, au Merlin plus précisément, et je commence à chercher les citations. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que les citations donc, de Lo Surdo, et il y en a pas mal, il y en a au moins peut-être une quarantaine, enfin je n'ai pas tout en tête, eh bien il y en avait un certain nombre que je ne retrouvais pas. Donc échange d'emails avec Domenico Lo Surdo, qui commence à mal tourner, parce que moi je le soupçonnais d'en avoir inventé, et lui évidemment furieux me dit je t'envoie le livre. Donc il m'envoie le livre italien, et en ayant sous les yeux le livre italien, c'est-à-dire la traduction italienne du livre original, et moi la traduction française du livre original, eh bien j'ai eu des découvertes stupéfiantes. C'est-à-dire que non seulement, alors je ne critique pas du tout la qualité de la traduction de monsieur Henri Dossi, que je n'ai pas trouvé sur Internet pour pouvoir le contacter. La traduction est, je trouve, très bien faite, très vivante, enfin vraiment rien à dire du point de vue de la qualité, mais ce qui pose un gros problème, c'est qu'il y a non seulement un certain nombre de choses qui sont, on va dire, je donnerai peut-être quelques exemples, arrangées, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de mots ou d'adjectifs ou d'adverbes, c'est vraiment une autre façon de traduire, mais aussi il y a des choses dont on s'aperçoit qu'elles sont dans la version française ajoutées, et il y a surtout un certain nombre de pages qui sont supprimées. Je dis bien supprimées, c'est-à-dire qu'au milieu du livre, à peu près à un endroit où l'on parle de la peine de mort qui n'existe pas au Tibet, tellement ce Tibet est paradisiaque, donc il n'y a pas de peine de mort, et vous savez très bien que s'il n'y a pas de peine de mort, c'est pas parce qu'on a évolué dans le sens de plus de peine de mort, mais c'est parce que si vous tuez quelqu'un, vous risquez de tuer la réincarnation de votre arrière-grand-mère, ainsi de suite. Donc on ne tue pas les gens, on n'écrase pas les insectes, on fait abattre et donc les animaux par les musulmans, pas par les Tibétains, parce que ça ne se fait pas. Donc on trouve quand même des esclaves pour le faire à sa place. Un certain nombre de choses comme ça, et entre autres, il y a des horreurs dans les pages qui sont supprimées, il y a des horreurs, c'est-à-dire qu'à la place de la peine de mort, quand il nous décrit, et Harrer lui-même le décrit en disant qu'il était horrifié de ce qu'on fait quand on ne peut pas tuer quelqu'un, eh bien les horreurs qu'on lui fait, le châtiment est atroce, vraiment. Donc je ne vais pas lire ici un certain nombre de ces phrases. Et Harrer lui-même, qui est donc un ami
Heinrich Harrer, qui était un ami, il avait au moins une trentaine d'années de plus, je crois, que le jeune Dalai Lama, qui est l'actuel, prix Nobel de la paix, prix Nobel de la paix. Donc il a rencontré quand il avait 13 ou 14 ans, il s'en est fait un grand ami, et il a écrit ce livre après. Donc, dans la traduction française du livre de Harrer, il y a peut-être une trentaine de pages dans ce que j'ai recherché moi, c'est-à-dire que je n'ai pas lu côte à côte les deux livres, mot à mot, tout le long. J'ai cherché à partir simplement à partir des citations de Domenico Rossurdo, j'ai trouvé à la fin 13 pages supprimées. Vous m'entendez bien, 13 pages supprimées. Au milieu, 4 pages sur la façon dont les policiers ou les religieux qui commandaient aux policiers punissaient en public de préférence les voleurs, tout un tas de gens, les femmes adultères évidemment. Au passage, donc, on fait la louange des droits de l'homme, mais Harrer dit donc en 52, le livre a été publié en 52, que les droits des femmes, c'est même pas la peine d'y penser, mais qu'elles sont quand même heureuses comme ça, les femmes, les Tibétaines, elles sont très contentes. Elles n'ont aucun droit. Espérance de vie 30 ans, ça aussi c'est pas passé dans la traduction. Espérance de vie 30 ans, ça saute. Mais couramment dans le livre, donc à un endroit 4 pages, à un endroit 3 pages, et fréquemment un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes. Les 13 pages à la fin qui sont supprimées, c'est 13 pages, les dernières 13 pages du livre de Harrer ne sont pas dans la traduction française de Henri Dossi, publiée chez Artaud. Tout à fait. Je pense qu'il faut quand même le dire clairement, comme ils ne veulent pas mettre à mort quelqu'un, en fait, ils lui coupent les membres, ils l'enveloppent dans une peau d'yak et ils voient en gros s'il se vide de son sang. C'est leur manière d'appliquer en fait, la non-violence. Bon, c'était ça le féodalisme tibétain. Je crois qu'il faut quand même un peu rappeler les choses concrètement, surtout quand on voit des manipulations pareilles. Et puis il y a un moment savoureux, c'est quand même le passage où Harrer dit « les dieux vaincront ». Là, on est carrément... ça, c'est à la fin. Ouais, à la fin, il faudrait presque le traduire en allemand, ça donnerait Sieg Heil ou quelque chose du même ordre. Bah, les dieux vaincront, ça devient, tu vas nous le dire Marie-Ange dans la traduction, les droits de l'homme vaincront. Oui, c'est quand même savoureux, quoi. Oui. Mais d'ailleurs, on voit bien, franchement, il y a une telle continuité de l'impérialisme, que ce soit des nazis aux Américains. De toute façon, ils les ont recrutés, les Américains, ils savaient très bien. Il n'y a pas que Klaus Barbie, Gehlen, il y en a beaucoup. Voilà, cette idéologie des droits de l'homme qui sert en fait à bombarder les peuples, sous couvert de l'OTAN, c'est vraiment, on voit cette continuité évidente. Alors, si vous voulez, je vous lis les deux derniers paragraphes dans le livre italien qui respecte quasiment mot à mot, tu l'as vérifié toi aussi en comparant la traduction italienne et la traduction allemande, l'original. Voici ce qui est dit dans le livre italien à propos du désir de liberté des Tibétains. Ce sont les derniers mots du livre. Leur confiance et leur respect pour le Dalai Lama n'ont pas diminué. Dans le monde entier, le Dalai Lama reçoit d'importantes manifestations de sympathie, des déclarations et des promesses, malheureusement non suivies de faits. Les profits matériels sont plus importants que les droits de l'homme. Je vois cependant poindre le jour, donc c'est Heinrich Harrer qui parle, de la liberté. Et ceux qui aiment le Dalai Lama et son peuple iront en procession au Potala, cet extraordinaire monument de la créativité tibétaine. Dernier paragraphe, même si la destruction des biens culturels continue, les Chinois non plus n'arriveront pas à abattre les plus hautes montagnes du monde, trône des dieux tibétains qui entourent le pays. Et donc, dernière phrase, même dans l'avenir, les Tibétains les plus dévots, franchissant les cols élevés, pourront dire « les dieux vaincront ». Voici les derniers mots. Voici comment ça a été traduit, les deux derniers paragraphes français. À New Delhi, le 10 mars 1996, jour du 17e anniversaire du soulèvement sanglant de Lhasa, le Dalai Lama a dénoncé la poursuite de la répression au Tibet. La Commission des droits de l'homme a renchéri en révélant les tortures et les cruautés couramment infligées aux enfants par les autorités chinoises. Donc ces deux phrases-là, carrément ajoutées. Ensuite, pour revenir à une traduction à peu près normale, le soutien à la cause tibétaine grandit, le Dalai Lama et son peuple n'abandonneront jamais. J'entrevois que tous ceux qui aiment le Tibet et la liberté accompagneront le Dalai Lama lorsqu'il retournera au Potala, le monument du génie tibétain, pas la créativité, le génie. Cependant, dernière phrase, malgré les voix qui s'unissent dans le monde entier pour soutenir le combat pour la liberté du Tibet, la plupart des pays accordent plus d'importance aux préoccupations matérielles qu'aux droits de l'homme. Les 3 derniers mots de ce livre sont les droits de l'homme et remplacent les dieux. Les dieux vaincront, oui. Oui, parce qu'en fait, la nouvelle religion c'est les droits de l'homme. est désignée ici. Et donc, Artaud
avec M. Henri Dossi, ont publié ça en 83, et Jean-Jacques Hano s'est basé sur cette chose-là pour en faire un film à la gloire du Dalai Lama, de la non-violence et du Tibet libre. Parce qu'en gros, la chose implicite dans le film de Hano, c'est de dire un ancien SS trouve l'illumination dans la non-violence. En fait, il est ancien SS, il est fasciné par le féodalisme tibétain. C'est quand même ça qu'il a. Voilà, c'est ça. Et puis c'est totalement inégalitaire, avec mépris racial. C'est quand même ça qui. Voilà. Et qu'on se serve de tout ça comme une arme contre la Chine pour défendre l'impérialisme américain, c'est absolument scandaleux, ça mérite d'être souligné. Il faut quand même dire aussi que dans les 13 dernières pages, donc avant l'épilogue, qui ont été supprimées en bloc, elles sont intitulées dans le texte original 14 ans après et racontent la fuite du Dalai Lama et donc, je cite, la lutte des Tibétains pour la liberté. Il est intéressant de noter que dans ces 14 pages, on voit comment les fameux guerriers Kampa, qui étaient des criminels que Harrer décrit bien avant dans le livre comme vraiment des gens, des bandits de grand chemin, mais qui trucidaient allègrement à tort et à travers, et que c'était la pire des choses de les rencontrer. Eh bien, ce sont ces gens-là qui se sont constitués d'abord en groupe, en petites bandes, et ensuite en armée. Ils ont été jusqu'à 15 000 hommes, sous la direction d'un des chefs de bande, de bandits, et que ce sont quand même ces gens-là qui sont venus, si on peut dire pas au secours, mais qui étaient payés par les grands propriétaires terriens et les commerçants, et qui ont fait le travail d'attaquer l'armée chinoise, l'armée de conscription chinoise. Et Harrer, dans les 13 pages qui ont été supprimées dans la version française Droits de l'homme, eh bien Harrer décrit à 3 reprises, en donnant des dates très précises, il décrit des assassinats de masse de ces bandits Kampa, qui sont rentrés dans certaines villes où il y avait des garnisons, gardées donc par l'armée chinoise, et dans un il y a eu 2000 morts, dans un autre 900 morts dans la nuit, et puis après pour le troisième, comme ils étaient quand même devenus très forts, eh bien ils se sont battus sur un champ de bataille, mais à chaque fois il s'agit de plusieurs milliers de morts de jeunes conscrits chinois. Il est évident que ces 13 pages, ça allait pas bien, ça allait pas bien. Eh oui, ça allait. Alors, on ne prend même pas parti là, je ne prends même pas parti, j'ai un parti mais je ne le dis pas là, on le devine, pour ou contre la Chine au Tibet, qui est chez elle d'ailleurs, mais il s'agit simplement de dire, mais pourquoi a-t-on fait ça ? Je veux dire, c'est énorme. Oui. Et la non-violence, il y a une violence dans la traduction et dans l'édition. Il y a quelque chose qui est une tromperie du lecteur. Moi, quelques personnes que je connais qui sont alpinistes, qui ont tous vu ce film, qui sont tous allés après au Tibet ou faire le tour des Himalayas et tout ça, eh bien, ils restent un peu mal à l'aise quand on leur raconte ça. Évidemment. Et donc, c'est pour ça que moi, je voulais, effectivement, on en a parlé tous les deux, et qu'il y a quelque chose à écrire là-dessus. Il y a une autonomie régionale du Tibet. Hein. Oui, c'est pas une question de les Chinois contre les Tibétains, c'est vraiment une question de modèle social. Après la révolution chinoise, vous avez un féodalisme. Il n'y avait pas de mode de production féodale en Chine, il y avait au contraire un mode de production asiatique. C'est des choses que les marxistes ont mis du temps à comprendre, mais au Tibet, oui, là, ça était vraiment le cadre du féodalisme, comme au Japon. Ouais. Et tout le livre de Harrer, tout ce que j'ai lu du livre de Harrer, français et italien, est vraiment une description de ce féodalisme tibétain qui est atroce, qui est vraiment... la plupart des gens étaient en servage. C'est l'abbaye de Cluny au milieu du XXe siècle. Hein. Oui, exactement. Oui, exactement. On est dans les mêmes rapports sociaux. C'est ça. Alors cette non-violence là dont on parle a d'autres usages encore plus contemporains. Là, il y a la propagande anti-chinoise, mais il y a un mode d'utilisation de la non-violence qui a été systématisé par toute une série de groupements, d'associations financés par le Congrès des États-Unis et qui montre qu'il y a un retournement complet de cette idéologie. Là, il est très bon, le Sourdo, il parle du mouvement Otpor qui est devenu, en fait, vous savez, c'était une chose qu'on a lancée au moment des bombardements sur la Yougoslavie, c'était ces groupes qui ont renversé Milosevic avec le soutien de l'OTAN. Au moment d'ailleurs où je me souviens très bien, la LCR disait les Yougoslaves, enfin les Serbes ont choisi la démocratie à ce moment-là, enfin on trouvait leur... Ça, je crois que c'est à ce moment-là, j'avais 20 ans, je me suis dit je ne serai jamais trotskiste de ma vie. Voilà, j'ai compris à quel sens, comment on utilisait ça. Bon, ce mouvement de peur est devenu en fait une sorte de multinationale de la subversion pro-OTAN, et ils vous font un véritable manuel maintenant qui distribue dans à peu près tous les pays.
Et en fait, à chaque fois, il montre bien à un moment, vous aurez un financement, vous aurez un soutien, c'est quelque chose qui est jamais explicite, mais bon, on voit bien qu'il y aura le département d'État, la CIA, qui leur apportera ce donc ça, c'est dans le dernier chapitre qui s'appelle Non-violence et révolution colorée. Voilà, exactement. Et printemps arabe, évidemment. Exactement. Et là, il montre bien cette utilisation médiatique de la guerre. On revient encore à l'alternative, c'est guerre à la guerre. Enfin, on revient un peu. On est en centenaire de 1914. C'était scandaleux ce qu'il y a eu comme dans la façon dont on a parlé de la guerre de 14. Moi, je pensais qu'on aurait pu encore marquer des points justement dans se rappeler comme le grand mouvement pacifique, c'est le mouvement communiste international. C'était là, de toute façon, ça a été vraiment l'occasion de faire du bellicisme. On voyait Hollande. Sur un mode complètement ubuesque se représenter en chef de guerre, d'autant plus dangereux justement qu'on le voit mal dans ce rôle-là. On ne sait pas du tout où ça peut venir. S'il a des choses à prouver, c'est encore pire. Sans aucune... multipliant les rodomontades impérialistes. Il y a eu un très bon article de Daniel Acroy, je vous invite à aller le voir, contre Nicolas Offenstadt, sur quoi la cause de la guerre de 14. C'est un archiduc qui est flingué par les vilains serbes. On en revient là, c'est sur le marxisme. Alors qu'on l'affine, je suis prêt. Le marxisme, c'est compliqué, c'est un travail permanent. Ça, d'ailleurs, les gens aiment bien la comprendre un peu dans le travail d'édition, qu'on puisse à la fois publier Lukács et des livres, au contraire, qui défendent le socialisme réel. C'est-à-dire ce qu'il y avait de plus spéculatif dans le marxisme, au sens de nouveau, mais c'est pas du tout contradictoire. L'URSS, à un moment, est arrivé à une idéologie d'État qui donnait un marxisme pas forcément assez mécaniste, pas forcément satisfaisant, mais c'était déjà un progrès. Il faut voir la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine. Faire comme la marxologie aujourd'hui, de voir toujours la bouteille à moitié pleine, c'est pas voir l'effort qui était fait on a toujours, c'est ça qui fonde l'essence humaine quelque part au XXe siècle. Sur la guerre de 14, pour revenir à ça, il y avait vraiment un déni complet de ce qu'était l'impérialisme. Il faudrait faire une analyse aujourd'hui de l'impérialisme. Et ça a été vraiment, je pense qu'on a vraiment raté, la manière, ça a été l'occasion véritablement pour l'idéologie de marquer des points très forts. Et on ne comprend pas dans un nationalisme aberrant. C'est chacun nationaliste chez soi, où est-ce que ça nous mène, hein. Et je pense que l'année prochaine, ils vont fêter Waterloo comme fin de mois révolutionnaire. Hein. À mon avis, on n'y échappera pas. Oui, je crois que ça sera le même. Et donc glorifier le congrès de Vienne. Metternich et tout ça. Il faudra publier sur 1848. Exactement, voilà. Je pense que ça sera ça. Mais y compris justement, on parlait de enfin, justement, ce qui s'est passé au moment du rapport Khrouchtchev, hein, concrètement, par rapport à ces années de guerre civile dans le parti, c'est que concrètement, on arrive en fait à Waterloo du mouvement communiste au final. Oui, je veux dire, une capitulation complète. On a l'impression de dire que le pire, c'est la période révolutionnaire. Non, la période révolutionnaire, c'est ce qui permet un peu de se libérer. Il n'y a rien de pire que la défaite. La chose la pire du mouvement communiste international, c'est quelque chose qui est passé pour une lettre à la poste pour les gens du camp d'en face. Mais c'est un recul pour l'histoire de l'humanité qui est absolument épouvantable. Et plus grave, défaite auto-organisée, alors qu'on ne veut pas dire que Napoléon à Waterloo arrive quand même avec l'espoir de gagner. Bon, il n'y a pas eu... Oui, alors que là, non. La volonté de Gorbatchev, c'est de dire je dynamite le système. Je dynamite le système. En fait, que Gorbatchev, peu importe ses intentions, qu'il ait essayé de croire ou non, ou qu'il croyait vraiment à la social-démocratie, parce que c'est comme ça qu'il se présentait, peu importe, ça revient au même de toute façon. Il se présentait comme celui qui allait mettre fin à la guerre froide, apaiser les choses. Et en fait, il a laissé l'impérialisme rentrer dedans. Maintenant, les Américains sortent de chez eux 3 fois on reprochait aux Soviétiques d'être allés à Prague, à Budapest et en Afghanistan. L'Afghanistan, il commence à moins reprocher, d'ailleurs, parce que ça semble de moins en moins... Bon, mais les États-Unis, c'est 3 fois par an. Et la crise est revenue. Vraiment, le capitalisme nu est arrivé. Le balancier du taux de profit, le mécanisme est là. Aujourd'hui, il n'y en a jamais eu autant de raisons d'être marxiste-léniniste.
Alors que justement, le mouvement communiste a besoin de se reconstruire. Mais là, on voit la raison pour laquelle on avait une forme de stabilité, des éléments de socialisme, je ne sais pas, la sécurité sociale, c'est un élément de socialisme dans le système socialiste, c'est bien parce qu'il y avait un contrepoids qui était l'URSS. Et on est en train, bien sûr, de nous le retirer. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Toutes ces questions de paix, il faut comprendre que ce sont des rapports de force. Et il y a un point de vue non scientifique qui consiste à dire, si vous voulez, ce verre sur une table, il ne bouge pas, il est là. Non, si on fait un peu de physique, le verre il est en train de foncer vers le centre de la Terre. Et il est opposé à une autre. Il y a la table qui fait. C'est une force contre une autre. Il n'y a pas de ce point de vue statique sur le monde, c'est une union dialectique, c'est ce que Hegel appelait le point de vue métaphysique. C'est pas du tout ça. Je pense que si on est amoureux de la paix, il faut comprendre qu'il faut pas se laisser faire. Parce que la tendance du capitalisme, de toute façon, c'est une guerre perpétuelle contre le salaire. Parce qu'il y a ce problème-là, quand vous avez une propriété privée des grands moyens de production et d'échange, vous êtes soumis à une concurrence telle que de toute façon, vous devez augmenter le taux de profit. Il n'y a pas 36 moyens par rapport de contrecarrer cette baisse tendancielle, cette loi de la baisse tendancielle du taux de profit, c'est l'impérialisme et la guerre contre les travailleurs, la guerre contre le salaire. C'est-à-dire que de toute façon, communisme ou pas, le fascisme, il est là. Il y a beaucoup de gens qui vous présentent le fascisme comme une réponse au communisme. C'est aberrant. De toute façon, c'est bien parce que justement la classe ouvrière est en retrait qu'ils peuvent se permettre ce genre de choses. Il ne faut pas désarmer. Au contraire, moins que jamais, on ne peut pas se permettre de se reposer sur nos lauriers. Tu viens de parler de Dimitrov, je réalise que j'ai fait un lapsus tout à l'heure et j'ai parlé du journal de Molotov, c'était le journal de Dimitrov. Ah oui, je ne comprends pas bien, parce que je pense que je passe sur Malenkov et tout. C'est le journal de Dimitrov. C'est un des documents les plus passionnants, je pense, sur cette époque, parce que justement, là, on sort de Staline comme simple patriote russe. Là, on voit vraiment le Staline internationaliste. Alors, bien sûr qu'il y a... Vis-à-vis de Dimitrov, il cherche à justifier parfois la raison d'État soviétique par rapport au mouvement international, mais de toute façon, les justifications, elles sont là. Il y a une dynamique. Hein. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Et à contrario, sa disparition montre bien qu'il avait une place. Qu'il avait une place. Hein. Exactement. Et on voit bien, on mesure par exemple le poids d'un Maurice Thorez qui a réussi à réimposer une résistance en France sur base patriotique. C'est très, très important dans ce mouvement, y compris sur le moment des Fronts populaires. C'est une très grande figure, Maurice Thorez, qui sera sans doute réévalué, qui est à réévaluer. On arrive au bout de l'entretien. Bon, je pense que tout ce que vous avez entendu dans la bouche d'Aymeric Monville vous donnera envie de lire ses livres, donc qui non seulement revisitent l'histoire, mais donnent envie d'en écrire une contemporaine qui soit à la hauteur des attentes de la grande masse des populations, ici et au-delà, sur beaucoup de pays de la planète, même presque partout. Il faut dire aussi, parce qu'on a dit le nombre de pages, il faut dire, parce que ça n'est pas un détail, que les prix sont vraiment les plus bas. Il y a un calcul chez les éditions Delga de livres qui soient accessibles au plus grand nombre. Ouais. Non, malheureusement, ce sont les prix un peu opposés aussi par un libraire est obligé aussi d'avoir un certain pourcentage. On ne peut pas non plus totalement baisser, mais on essaye de... Voilà. Aymeric Monville, merci, à bientôt. Merci, au revoir. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, nous allons avoir maintenant en ligne Annie Lacroirie qui nous attend devant son téléphone chez elle, tranquillement. On la remercie de s'être dépêchée pour être à notre rendez-vous et qui va nous dire, alors nous savons et on l'a dit qu'elle a été de ceux qui ont dit il faut absolument que le livre de Geoffrey Roberts soit publié et traduit en français. Et donc elle va nous expliquer pourquoi elle avait fait ce choix et puis qu'est-ce qu'elle a mis dans la préface assez longue qu'elle a faite à cet ouvrage à la demande d'Aymeric Monville. Bonsoir Annie Lacroirie. Je crois qu'on va la voir. Elle va arriver. Elle va arriver. Bonsoir. Voilà, donc merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Attends, je ferme. Ah oui, il faut éviter, voilà, il faut chasser l'arsène. J'ai oublié d'éteindre. Voilà, il faut chasser l'arsène. Technique. Voilà. Donc, merci d'être avec nous. Donc, j'ai précisé aux auditeurs que tu avais été la principale défenseuse, la protagoniste de la traduction française de l'ouvrage de Geoffrey Roberts. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord cet épisode et puis dire ce que tu as pu faire comme commentaire dans la préface que tu as fait sur les guerres de Staline? Alors, j'avais fait grand cas avant le livre de Roberts d'un ouvrage qui avait été publié en français, mais qui était très peu connu en France, qui avait été publié par une
traduit par une université canadienne, une université québécoise, qui était le livre de Carley, qui en français s'appelle l'Alliance de la dernière chance et qui portait sur les circonstances mesurées, qu'il s'agissait de quelque chose à la fois de neuf, qui était tout à fait appuyé sur les archives et qui qui avait au surplus une très grande valeur bibliographique, si je puis dire, parce que outre l'apport des archives sur la Deuxième Guerre mondiale, qui basculait, qui vraiment pulvérisait toutes les sottises répétées depuis quelques années sur Staline, la gestion de la guerre, etc. C'est un livre qui fait grand cas pour la période de la guerre d'une énorme bibliographie anglophone, notamment ou en particulier américaine, et qui a, disons, ces 15 dernières années complètement rénové l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier, évidemment, l'histoire de son aspect militaire le plus décisif et le plus intéressant, c'est-à-dire la manière dont l'Union soviétique a écrasé la Wehrmacht, puisque c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, c'est vrai que l'auteur, est un historien très reconnu, qu'il a un certain nombre de prudences, qui se sent obligé à peu près toutes les 3 pages de parler du dictateur, mais ce qui est très sympathique en plus dans la démarche, c'est que, comme il utilise très honnêtement ses sources, finalement, on peut très bien faire abstraction de cette espèce de code de reconnaissance, parce qu'on ne peut pas appeler évidemment Staline autrement que le dictateur. Quand on écarte ce code de reconnaissance, en fait, c'est quelqu'un qui a très bien compris, d'abord évidemment la période antérieure à la guerre. Il faut savoir que ça a été d'abord sur le plan académique un spécialiste l'accord du 23 août 1939, c'est-à-dire du pacte de non-agression germano-soviétique, puisqu'il a, au fond, c'était un spécialiste des années 1930 et qui montrait pourquoi et comment l'Union soviétique avait contracté, non pas du tout alliance, mais texte de compromis, sans se faire la moindre illusion, évidemment, sur les lendemains, pour essayer de gagner du temps et d'augmenter la force, d'être en capacité d'augmenter la force militaire au moment du conflit, puisque l'Union soviétique savait, comme toutes les capitales savaient, que l'Allemagne l'attaquerait et que la seule question qui se posait depuis le début des années 1930, c'est quand. Et non pas quand cette attaque aurait lieu, et non pas si cette attaque aurait lieu. Alors, il y a évidemment une première partie sur ces années 30 qui maîtrise très bien. Il y a beaucoup de choses vraiment passionnantes dans ce travail et qui, de manière très précise, vraiment font litière de tout ce qui a cours en France et qui n'est aucunement fondé. Y compris en termes, je dirais, de description militaire, même quand on n'est pas un grand amateur d'histoire militaire, c'est d'ailleurs mon cas, on comprend évidemment l'intérêt de cette histoire militaire, parce que comprendre, par exemple, comment l'Union soviétique est passée, parce que c'était un pays révolutionnaire, parce que forcément, dans les combats de l'armée rouge contre les Blancs soutenus par les puissances étrangères, la tactique offensive s'était imposée. Bien comprendre comment, à la suite d'un certain nombre d'expériences juste antérieures à la guerre, et en particulier la guerre de Finlande, qui est très bien analysée, l'Union soviétique tire parti des difficultés qu'elle a rencontrées et passe d'une situation d'offensive à une situation de défensive qui est inévitable. C'est vraiment tout à fait intéressant, et surtout le plus intéressant, c'est de la démonstration, archives à l'appui,
que la thèse selon laquelle Staline est le monomaniaque dictateur isolé ne tient pas. C'est évidemment de balayer la thèse selon laquelle il n'avait rien compris. D'abord, c'était une thèse absurde, bien entendu. N'eût-il pas compris, il eût été le seul, le seul leader mondial, je dis bien mondial, qui n'aurait pas compris, dans la mesure où il suffisait tout simplement de connaître la situation des troupes sur le terrain, et toutes les capitales avaient observé, en général elles en savaient beaucoup plus, mais avaient observé cette chose évidente que la masse considérable d'effectifs de la Wehrmacht qui se trouvaient groupés en Roumanie était évidemment un indice d'attaque imminente. Ça se savait, tout le monde le savait, et naturellement Staline le savait aussi. Et il le montre. Et il fait justice de la thèse selon laquelle ce Staline crétin et naïf, prêt à accorder tout crédit à Hitler, serait passé de cet espoir fou à un désespoir aussi délirant, se serait tenu la tête entre les mains, aurait disparu. Enfin, tout ça n'est pas sérieux, et ça montre simplement que, alors qu'il faut bien le dire, on avait déjà des éléments très forts là-dessus, évidemment un ouvrage académique qui fait preuve du minimum de scientificité, qui a le courage évidemment de livrer bataille académique sur des interprétations qui étaient fausses. C'est un ouvrage important, et c'est un ouvrage important parce qu'il donne une image de la guerre, de la stratégie, de la tactique, des difficultés rencontrées à tous égards, qui fait vraiment de cet ouvrage un ouvrage, je pense, qui comptera dans l'histoire de Staline et de la Deuxième Guerre mondiale. Il montre en particulier d'ailleurs à quel point la décision, le processus de décision a été un processus collectif, et de manière toujours argumentée. Il fournit des éléments extrêmement intéressants, non seulement sur la guerre, la conduite de la guerre elle-même, mais évidemment sur les questions de stratégie, de tactique, non seulement évidemment strictement militaires, mais politiques, qui agitent les milieux dirigeants soviétiques. Et il donne, tant d'ailleurs pour la période de la guerre que pour la période qui suit, là encore sur la base des sources, une image extrêmement intéressante, difficilement récusable, parce que voilà, il s'appuie sur de la correspondance soviétique en Union soviétique ou dans les capitales occidentales, qui montre la manière dont Staline et son entourage ont apprécié les choses. Enfin bref, même si l'ouvrage est parsemé d'allusions au dictateur, c'est quand même globalement un ouvrage honnête, un ouvrage bien fait, un ouvrage documenté avec des cartes en plus, bon, ce qui est utile évidemment quand on étudie une période de guerre. C'est-à-dire que je considère que vraiment les trois quarts de l'ouvrage constituent un apport à la fois scientifique et de synthèse tout à fait important à l'historiographie, et un apport historique au sens propre du terme. Évidemment, alors, ça je l'ai dit, hein, c'est la raison, évidemment, c'est la raison fondamentale pour laquelle je dois dire, j'ai fait observer d'emblée qu'un éditeur français s'honorerait en publiant, en faisant traduire cet ouvrage, qui naturellement n'a pu être le fait que d'un petit éditeur honnête, dont vos auditeurs ont pu juger tout à l'heure, puisqu'ils ont vu ce que c'est qu'un éditeur cultivé, oui, passionné par son métier, dont le simple discours montre à quel point il lit. Hein, ce qui est quand même bien le minimum pour un éditeur, mais ce minimum est devenu presque un record. Voilà, c'était très courageux, d'ailleurs c'est vrai.
Émeric Monville et l'équipe de Delga est constituée de gens courageux qui considèrent que l'important c'est la connaissance historique, qui considèrent qu'il est important, qui sont des éditeurs progressistes au sens très noble, où on a connu ça pendant des décennies en France, avant que ne s'effondre le mouvement ouvrier dans des conditions qu'il vient d'évoquer. Voilà, ça fait plaisir dans un paysage qui est quand même plutôt triste, et sur le plan éditorial et par ailleurs. Et je trouve que c'est important aussi de traduire un ouvrage sur lequel, évidemment, j'ai aussi des réserves, et je sais gré à cet éditeur, alors que, évidemment, j'avais beaucoup poussé, en règle générale, pas auprès d'Émeric Monville, parce que ça n'était pas nécessaire, mais j'avais beaucoup poussé dans la faible mesure de mes moyens pour que cette traduction soit faite. Oui. J'avais à l'égard de l'ouvrage, en tout cas à l'égard de la dernière partie de l'ouvrage, des réserves ou des désaccords très profonds. Mais bien entendu, les désaccords très profonds qui sont les miens sur la période qui suit la Deuxième Guerre mondiale, et dont j'estime que l'auteur la connaît mal ou très insuffisamment, je trouve que ça montre bien que le travail scientifique, d'abord, c'est quand même divers, c'est-à-dire qu'on peut faire un bouquin dont toute une partie est remarquable et puis une autre qui est un petit peu moins au point, et je trouve très positif qu'on traduise le tout, et et la partie que je trouve sur le plan scientifique difficilement récusable, et la partie qui montre une connaissance de l'après-Deuxième Guerre mondiale insuffisante, même faible, et bien tout ça, ma foi, ça fait un ensemble dont il reste que tout de même les trois quarts nous font sortir l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de Staline non seulement même pas du ghetto, enfin vraiment du trou noir dans lequel il se trouve depuis 30 ans. Et je dois dire d'ailleurs, c'est insister sur les trois quarts particulièrement honnêtes de l'ouvrage. Il faut bien observer que le travail est fait quelquefois sur la base de dossiers qui étaient déjà connus. Je pense en particulier à quelque chose, évidemment, que j'ai trouvé excellent, qui est la mise au point sur la répression après la Deuxième Guerre mondiale contre le personnel militaire, ou même parfois civil, mais surtout le personnel militaire soviétique, anciennement prisonnier dans les pays occupés, en Allemagne, dans les pays occupés, qui revient en Union soviétique, et bien entendu, ce qui est parfaitement classique, doit passer le filtre de l'examen, parce que dans une guerre aussi abominable que ça, je rappelle quand même près de 30 millions de morts sur les 50 millions de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on rapatrie des prisonniers, on vérifie de quoi il s'agit. Or, les dossiers qui ont servi de base à l'étude de la répression sont les mêmes dossiers, vraiment c'est la même source, qui ont inspiré le compte-rendu absolument ignominieux et malhonnête de Nicolas Werth sur le traitement des prisonniers de guerre soviétiques. C'est très simple. Tandis que Nicolas Werth a réduit à quelques lignes dans un manuel du début des années 2000 les millions de prisonniers de guerre soviétiques qui ont été assassinés par l'Allemagne hitlérienne, je dis bien les millions, par divers moyens dont la soif et la faim ont été essentiels. Donc 2-3 lignes là-dessus, et plusieurs pages sur le fait que l'Union soviétique a mené une guerre abominable contre ses prisonniers de guerre. Or, quand on regarde les effectifs, qui sont les effectifs dont Nicolas Werth disposait,
on s'aperçoit que si répression il y a eu, ça a été une répression, je dois le dire, extrêmement modeste. Et évidemment, il ne s'agit pas d'ouvrage d'histoire, mais on peut partiellement mesurer la modestie de cette répression quand on observe que dans les pays baltes et dans diverses régions, y compris d'ailleurs la partie anciennement polonaise de l'Ukraine, celle qui est au cœur de l'actualité par les temps qui courent, puisque c'est de là que vient l'essentiel des forces fascistes, des forces hitlériennes. Quand on voit dans les manifestations nazies de ces derniers temps tant de vieillards, ma foi, qui ne sont quand même pas des hitlériens du jour, on se dit tout de même que l'Union soviétique n'a pas procédé à une épuration drastique. Enfin, il faut dire que la démonstration historique suffit, mais que les derniers développements montrent bien que l'Union soviétique a eu autre chose en tête en 1945 que de procéder à une sorte d'épuration idéologique qui lui aurait assuré des pays baltes et une Ukraine parfaitement conforme. Voilà, c'est un ouvrage qui méritait amplement sa traduction. J'espère qu'il aura le minimum de diffusion. Je dois dire qu'il ne faut pas se contenter d'espoir, il faut bien auprès des lecteurs pour qu'ils mesurent quelle est leur responsabilité propre dans la diffusion d'ouvrages de ce genre. Ce sont des ouvrages qui se heurtent à un véritable mur, qui sont enterrés, littéralement enterrés, qui n'ont jamais le droit à la moindre critique dans une rubrique bibliographique quelconque d'un organe important et même d'un organe assez modeste. Ça signifie que le seul moyen de le faire connaître, c'est pour les gens que ça intéresse directement et qui ont eu la chance d'être informés, c'est de le lire. Et une fois qu'ils l'ont lu, et ma foi, de s'en faire les porte-paroles auprès de leurs amis pour leur dire qu'il est plus intéressant de connaître l'histoire de 1939-1945 de l'Union soviétique que les sottises qui sont diffusées quotidiennement. Exactement. Quant à la partie que j'ai trouvée critiquable, tu vas y travailler toi-même, c'est ça ? Je pense évidemment que la préface que je fais est un élément de discussion, et la discussion que la préface introduit permet de mesurer à quel niveau d'intoxication nous en sommes sur l'histoire de l'Union soviétique, non seulement évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que ça continue. Dois dire, chaque remarque historique étant enrichie de travaux sur des sources ou de bibliographie au fil des années, des mois et même quelquefois des semaines, que dans les remarques que je fais évidemment sur l'innocence complète de l'Union soviétique à l'égard de la guerre froide. Je le dis bien, et il s'agit d'une remarque pas seulement politique et empathique, il s'agit d'une remarque scientifique. Il se trouve que je viens ces temps-ci, évidemment dans le cadre de la poursuite de mes travaux, je viens de lire deux ouvrages qui sont assez récents, que voilà, on a toujours des grosses carences dans sa formation bibliographique. Je viens de lire deux ouvrages d'un historien américain connu, je dirais même tout à fait reconnu, et même bien en cours, qui, avec une équipe de chercheurs qui lui sont très liés, dont un qui travaille tout le temps avec lui, donc un auteur qui s'appelle Richard Brightman, qui avec plusieurs collègues a fait un premier livre en 2005 qui s'appelle US Intelligence and the Nazis, c'est-à-dire le renseignement américain et les nazis, et qui, avec la même équipe en partie, a fait un deuxième ouvrage
qui lui, alors je le signale aux auditeurs parce qu'il est en ligne. Hein, c'est un ouvrage qui s'appelle Hitler's Shadow, l'ombre d'Hitler. Le sous-titre c'est, je vais le dire en français tout de suite, les criminels de guerre nazis, le renseignement américain et la guerre froide. Okay. Donc que les auditeurs qui lisent l'anglais se précipitent pour aller tirer cet ouvrage. Donc l'ouvrage en ligne est de Brightman, B-R-E-I-T-M-A-N, et de Goda, G-O-D-A. Ils tirent ça et ils vont trouver l'ouvrage en ligne. Parfait. Il en ressort quelque chose évidemment qui appuie mon argumentation, que le recrutement de criminels nazis, dont on ne peut même pas imaginer le palmarès, a été systématique. Précoce et bien entendu confirme entière que les bons ouvrages ne sont que très rarement traduits en français. L'ouvrage pionnier, l'ouvrage vraiment qui disait l'essentiel, d'un journaliste historien britannique, je crois, ouvrage de 1981 de Tom Bower, B-O-W-E-R, qui, donc, dans cet ouvrage qui s'appellerait en français Un engagement trahi, s'il avait été traduit, démontrait, je dis bien en 1981, que les puissances occidentales avaient décidé le maintien total du statu quo, je dis bien le maintien total du statu quo dans cette Allemagne qui était leur partenaire privilégié, et que bien entendu le maintien complet du statu quo passait par un sabotage systématique de la dénazification. Je dirais même, et évidemment c'est un aspect que j'évoque dans la préface, je dirais même que ça n'est pas seulement une volonté de punir le pays par lequel la victoire était arrivée, car ni l'Angleterre ni les États-Unis n'étaient en mesure de vaincre la Wehrmacht. C'est l'Union soviétique, et c'est l'Union soviétique seule qui l'a montré, comme le dit très bien Roberts. Mais il s'agissait en réalité, et ça je dois dire que ce sont mes travaux des 15 dernières années, avec l'accès à des sources très nouvelles qui me l'ont montré, mais il s'agissait de la part, au fond, de la part de l'impérialisme américain, de combattre cette Union soviétique qui était un obstacle considérable à l'expansion sans réserve de l'impérialisme américain. De telle sorte que l'utilisation de ces criminels de guerre, dont je le répète, le passé est absolument horrifiant, cette utilisation systématique par la CIA, d'une part évidemment est complètement contradictoire avec l'idée qu'il y aurait eu en quelque sorte un mauvais comportement de part et d'autre, mais elle démontre à quel point dans l'objectif impérialiste de cet impérialisme américain sorti de la guerre avec une extraordinaire hyperpuissance, il ne devait y avoir aucun pays, aucune force qui fût en mesure de limiter cette expansion que les États-Unis voulaient étendre au monde entier, de sorte que la clé de la guerre froide, je dirais plus encore après 1945 qu'après 1917, car son début n'est pas 1945 naturellement, mais 1917. La clé de la guerre froide, c'est tout simplement la volonté de l'impérialisme de ne voir, et en l'occurrence un impérialisme dominant comme celui qu'ont été les États-Unis depuis la Première Guerre mondiale, c'est le souci de ne voir établir absolument aucune limite à une expansion générale. Et ça, la documentation et les sources de la Deuxième Guerre mondiale le démontrent de manière complète. L'histoire militaire des rapports États-Unis-Union soviétique le démontre. Le fait en particulier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis préparent l'avenir, qui est l'avenir d'une guerre avec l'Union soviétique, qui est en train de leur gagner la guerre qu'ils sont incapables de mener sur le terrain. Or, c'est une guerre, comme on le sait, sur le terrain. Et j'observe d'ailleurs
que nous sommes toujours dans la même conjoncture, voilà. Puisque les guerres périphériques, si j'ose dire, d'aujourd'hui, les guerres coloniales, les guerres impérialistes d'aujourd'hui, sont des guerres dans lesquelles les États-Unis bombardent d'abondance et proposent à leurs alliés de venir occuper le terrain. D'aller au sol, exactement. Eh bien, tout cela, ça montre à quel point il est indispensable, d'une part évidemment, de faire une histoire sérieuse de l'Union soviétique, d'autre part de faire une histoire sérieuse des États-Unis et de leur rapport avec les pays plus faibles qu'eux, qu'il s'agisse d'un pays socialiste ou de pays socialistes, ou qu'il s'agisse même de pays impérialistes moins puissants. Je considère évidemment que sur l'aspect de la connaissance interne de l'Union soviétique, des raisons pour lesquelles elle a été en mesure de gagner la guerre, eh bien le livre de Robert, ça fait parcourir à l'historiographie en France un chemin important, et ce qui fait que l'ouvrage certainement comptera quand on essaiera de reconstituer les étapes par lesquelles l'histoire de l'Union soviétique est revenue un petit peu dans le champ scientifique après 30 ans de catastrophe en France. Voilà, Annie, qui méritait d'être dit avec l'autorité qui est la tienne. Et puis, en même temps, tu nous ouvres d'autres perspectives sur d'autres traductions, d'autres émissions, comme d'habitude, et toujours un intérêt renouvelé. Grand mille merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.